Là, ça a été vraiment je suis restée scotchée, quoi. Je me suis assise devant mon bureau et j'ai regardé la meuf danser. Et j'ai mis la vidéo, je sais pas combien de fois, une centaine de fois, pour tout regarder, chaque détail de tout. Et je me suis dit, mais waouh. Ça fait plus d'1 an que je mature cet épisode. Pour celles et ceux qui étaient déjà là à ce moment-là, en février de l'année dernière, je vous avais partagé un épisode qui s'appelait Bouge ton bouti, dont je vous mettrai le lien en description de celui-ci, suite à un cours de danse que j'avais fait avec Louise Dalle. Alors ce cours, j'en parle beaucoup dans cet épisode aussi, il n'y en a pas eu d'autres depuis, c'est vous dire l'impact que ça a eu sur moi, ma réflexion. Et à partir de là, je me suis dit que Louise, qui était du coup ma professeure à cette occasion, était une personne que j'avais vraiment envie d'avoir à mon micro parce qu'il s'était passé quelque chose. Je trouve qu'elle dégageait quelque chose dans ce qu'elle partage, dans sa façon d'être, dans les échanges qu'on avait eus aussi à la fin du cours. C'est ce genre de profil qui incarne sa passion, qui en transpire, qui prend ça très au sérieux et finalement qui vit pas seulement de sa passion mais surtout pour sa passion. Et c'était de ça dont j'avais envie de parler avec elle. Donc ensemble, on a discuté de danse. Comment est-ce qu'elle en est arrivée à aujourd'hui donner des cours de danse sur talon tout en continuant de performer à côté, travailler ses propres numéros, ses propres chorés, devenir directrice artistique sur d'autres projets. Et que de par son milieu social et la vie qu'elle a dû mener, elle n'a pas forcément toujours eu le choix que de se donner à fond pour atteindre ses rêves. Quitte à mettre en péril sa santé, et ça, elle en parle également, je trouve, très bien dans cet épisode. Donc, je vais vous laisser avec Louise. Je suis Chloé, bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast sur la créativité. Salut. Est-ce que je fais la même genre? Salut. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bon, tu sais que je vais garder toutes ces versions. Je suis très contente de te recevoir parce qu'en plus on a déjà pu t'entendre alors au loin dans un épisode qui s'appelle Bouge ton bouti, puisque j'avais participé à un de tes cours de Baby Heels, donc de cours de danse sur talon. C'est ça. Qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, suite à, car le bouche à oreille fonctionne toujours très bien, une vidéo YouTube de Camille Laurent qui faisait justement un cours avec toi, un cours particulier. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'avais découvert et cette facette-là de cette danse, et aussi ton profil, où t'avais l'air grave sympa, t'étais hyper pédagogue. Je m'étais dit, c'est trop cool cette meuf, j'ai trop envie de faire un cours de danse avec elle. Et aujourd'hui, carrément d'enregistrer un épisode. Oui. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditorices ? Donc je m'appelle Louise Dalle sur les réseaux. Je suis danseuse, performeuse et en train de devenir chorégraphe, directrice artistique pour des clips par exemple ou de la mise en scène. En train parce que ça fait pas longtemps et que j'ai mes premiers clients et que du coup avant de s'affirmer tel quel, j'ai encore moi besoin de prendre un petit peu de bouteille. Ouais. Et je sais que j'en ai pas mal sous la chaussure. Mais il faut que je le prouve au monde. Et je donne cours, je suis enseignante de danse. Et ma danse aussi, on va en parler, parce que sinon on n'en parle pas. Du coup, c'est du talon, donc c'est du heels, un peu à l'américaine. Je viens beaucoup des danses urbaines, pas du tout académiques, donc j'ai pas de diplôme de jazz ou de classique. Donc plus hip-hop, etc. Plus hip-hop, etc. Ou dancehall. Ouais. Et du coup, ça ressemble plus aux heels américains qu'aux français, qui a des bases classiques. C'est très classe, il y a un côté très ligne, pas trop de bounce avec des jambes pliées et tout, que les Américains ont plus, parce que les Américains ont aucun problème à fusionner plein de choses ensemble. En France, on aime bien que les disciplines soient respectées et bien encadrées quand même. Donc voilà, moi je m'entraîne quand même avec des danseurs, mes profs, c'est des danseurs qui sont plus à la française et tout, parce que c'est très technique. Du coup, la technique en France, c'est ça qui fait vraiment ta valeur. Alors que les Américaines qui m'ont inspirée, c'est beaucoup plus sur l'acting et ce que tu vas raconter, quitte à être un peu sale des fois ou un peu presque maladroite ou des imperfections, c'est stylé. Et bon, on va en parler dans cet épisode de tout ça. Pour commencer, j'aime bien donner une petite citation que j'ai choisie pour mon invité. Je vais te la passer, tu vas la lire et me dire à quoi ça te fait penser. Ah, c'est à moi de la lire ? Ouais, c'est à toi de la lire. Faut que je mette l'accent anglais du coup ? Ouais. Oui, parce que je lui ai dit qu'elle était en anglais, pour le coup. Petite exception. Take your passion and make it happen. What a feeling de Flashdance. J'adore cette chanson. J'étais obligée de prendre une ref. Je m'étais dit ciné à la danse. Et en fait, j'ai regardé un petit peu les citations, tu vois, extraites des dialogues, etc. Et je me suis dit, mais non, mais what a feeling, en fait, dans les paroles de la chanson phare, il y a tout qui est dit. Et notamment ça, de prendre ta passion et d'en faire quelque chose. Ça me fait rire parce que, en fait, quand j'ai regardé le film Flashdance, je l'ai regardé quand j'étais assez grande.
Et j'étais dans une période de ma vie où je savais pas trop. En fait, je connaissais pas de danseurs. Je connaissais pas de danseurs pros, je connaissais pas de sportifs professionnels, sauf dans des familles hyper favorisées de potes à moi, mais c'était du tennis. Ou c'était rien à voir avec la danse, quoi. Et du coup, je me projetais pas du tout. Et c'était une période de ma vie où j'habitais en banlieue, dans des quartiers plutôt défavorisés. Et j'allais à la boxe. Je mettais souvent des sweats gris et des jeans. Et en fait, la meuf est comme ça, exactement. Elle fait ça et de la soudure. Donc vraiment, on est sur... Alors, je faisais pas de soudure. Non, mais sur un truc physique, tu vois, un peu comme la boxe, finalement. Ouais, c'était la même mentalité. Et surtout, je rentrais en vélo comme elle. Et je passais à travers des anciennes usines en briques rouges. Mais vraiment comme la meuf dans le film. Et j'écoutais What a Feeling. Et je me suis dit, putain, c'est la bande-son de ma vie, ça. Je sais pas où je vais. Parce que j'étais vraiment dans une galère de ouf à cette époque-là. Et je sais que je commençais déjà à m'entraîner en danse... autant que je pouvais, mais c'était très compliqué de me projeter sur le fait que je puisse devenir danseuse parce que voilà, pour moi c'était une élite qui était vraiment tirée à quatre épingles. Enfin, ça n'allait pas avec moi, meuf de banlieue, en précarité, une famille défavorisée qui fait de la boxe, où tout est une galère. Enfin, il y avait aucun pont entre moi et les danseurs en France en fait, et d'où le fait que je me projette plus dans les États-Unis. Ok. Même si j'y suis jamais allée, ce qui est très, très bizarre. Ouais, mais je pense comme pour beaucoup de personnes, t'as un peu... Parce que certains vont appeler le rêve américain au sens très large, mais en fait, l'impact culturel que ça a sur nous et aussi sur l'émergence de mouvements qui se fait aussi en grande partie là-bas, notamment dans la pop culture, et la danse en fait totalement partie, surtout les danses plus urbaines, quoi. Ouais. Et du coup, moi, je l'ai choisi parce qu'effectivement, t'as pris cette passion qui était la danse et aujourd'hui, t'en fais ton métier depuis... genre 6 mois, un peu plus, tu le fais vraiment à temps plein. Ouais, donc ça y est, 9 mois, enfin presque. Enfin quoi. Ça fait, je pense que ça fait une petite dizaine d'années que j'essaye. Enfin que j'essaye. J'avais conscience que j'étais pas prête, donc il fallait que je m'entraîne. Et les 10 dernières années, c'était juste travailler pour essayer de payer des cours de danse, pour essayer de me former, parce que j'avais en tête un niveau quand même assez haut. C'est à cause des États-Unis. Quand tu regardes les vidéos, même sur Insta, YouTube, tu vois les niveaux, ils sont parmi les meilleurs du marché. Et du coup, j'avais conscience que je voulais vraiment m'entraîner à l'américaine. Et du coup, c'était beaucoup de temps, beaucoup d'argent et tout. Et quand tu as un travail à côté, tu peux pas t'entraîner du matin au soir. Voilà. Du coup, c'était un petit peu 2 heures tous les soirs. Le midi, j'allais à la salle de muscu parce que j'avais conscience qu'il fallait, pour faire des figures que je voulais ou quoi, ou l'endurance cardiaque ou musculaire, la détente, il fallait que je fasse de la préparation physique, voilà, parce que quand tu as un travail où tu es assis toute la journée devant un ordinateur, ton corps il assume pas du tout les cours de danse au niveau où je voulais aller, donc il fallait faire toute une préparation et je me suis transformée dans ma propre manager du coup à ce moment-là et donc voilà, je sais même plus. Attends, c'est quoi la question ? Non, mais du coup, tu avais pour objectif de devenir danseuse. À quel moment, qu'est-ce qui a fait ce déclic, en fait, de se dire, OK, là, j'ai envie que ce soit mon métier et je vais me donner tous les moyens pour y parvenir ? Je pense que c'était quand j'ai eu... En fait, j'ai dû un peu prendre un travail par dépit, parce que je savais que je voulais être dans l'art et le sport, mais en gros, il fallait payer les factures, quoi. Du coup, j'ai fait des études pour faire un métier qui se rapprochait plus ou moins de l'art ou quoi, donc c'était du design graphique. Et en fait, j'ai galéré en études sup pendant des années en me disant, je danse le soir et il faut que j'ai un taf qui rapporte plus qu'un SMIC pour pouvoir payer la danse. Enfin, c'est vraiment un luxe, la danse. Et en fait, quand j'ai eu mon premier CDD, j'étais dans une super boîte. Ouais. Avec des gens de notre âge. C'était un peu vu comme le Google français. On s'amusait, il y avait des nerfs pour qu'on se tire dessus. Il y avait la vie d'agence. Il y avait des concerts de rap dans les bureaux. Enfin, vraiment, il y avait tout pour que ce soit cool. Et j'étais littéralement obsédée par une espèce de salle de danse qu'il y avait dans les locaux, qui était inutilisée. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi ce délire ? Et en fait, le truc, c'est que moi, le soir, quand je rentrais, je regardais les vidéos du Millennium, qui est une des écoles les plus connues maintenant, et je reproduisais les chorés, et après, je freestylais chez moi, j'essayais de créer des chorés, et j'étais... En fait, pour décompresser de la vie, je rentrais chez moi et je dansais des heures. Mais j'avais un appart qui faisait, 12 mètres carrés à ce moment-là, donc je dansais sur moi-même, je tournais sur moi-même, quoi. Et en fait, c'est simple, j'arrivais à 7h du mat là-bas, c'était à 1 heure de chez moi.
C'était à Stade de France. Et j'arrivais plus tôt pour faire une demi-heure, 3/4 d'heure de sport le matin. Je descendais dans l'open space, je travaillais. À midi, je remontais dans la salle. Je m'entraînais pendant 1 heure. Je prenais un Tupperware, un truc comme ça. Je travaillais et j'attendais la fin du taf à 18h et je restais jusqu'à 21h. Oui. Mais du coup, je dansais et je faisais de la préparation physique. Une folle, quoi. Enfin, vraiment, à la fin, j'entraînais des collègues et tout. Enfin, je suis devenue la prof de sport de mes collègues des fois. Enfin, ouais. Là, je me suis dit, en fait, c'est ça que tu veux faire. Enfin, il n'y a même pas photo, quoi. Tout le monde le voit. Vu ton investissement, ouais. Enfin, pour avoir cette discipline-là, il faut vraiment être porté par ce que tu fais. Oui. Et je suppose que, du coup, tu n'as pas tenté la voie des écoles de danse pour des raisons financières, principalement. Oui, c'est ça. Ok. Et à partir de là, donc, tu t'es mis ta discipline à toi. Est-ce que tu as commencé aussi à te rapprocher justement de peut-être d'assauts, de groupes de danse, de danseurs, danseuses, d'autres personnes qui pratiquaient la même passion que toi? Dans les cours de danse, j'avais des connaissances, quoi. Ouais. Mais tu les croises une fois, si c'est régulier, c'est de la chance, quoi, parce que tout le monde fait un peu tu restes très rarement, très longtemps avec le même prof quand tu te formes dans les cours libres, on appelle ça. En dehors des formations. Vu que les formations, c'est là où tu te fais des contacts, j'en ai pas eu pendant longtemps parce que du coup, les gens prennent un cours de hip-hop avec toi, mais en fait, ils vont faire ça pendant 1 mois. Tu vas le voir qu'une fois tous les jeudis soirs, par exemple. Et le mois d'après, il va aller faire du lock ou je sais pas, moi, du crump ou de la danse orientale. Enfin, en fait, ils changent complètement même d'établissement. Donc, du coup, j'ai plein de connaissances, mais des potes ou des amis, non, j'en avais pas spécialement. Et de toute façon, en vrai... j'ai terminé les études il n'y a pas si longtemps. Et du coup, quand j'entrais du travail et de mes délires de ma salle de danse, il fallait que je fasse les travaux pour rentrer à l'école. Donc en fait, la vie sociale était très réduite. Et donc moi, je prenais mon cours de danse et je rentrais vite courir. Enfin, je rentrais vite pour pouvoir soit dormir, soit faire les dossiers qu'il fallait rendre pour les travaux à rendre, quoi. Donc, tu avais vraiment ton mode de vie qui tournait autour de tout ça, quoi. C'était ton activité, ta rémunération et la danse. Ouais, c'est ça. Et la danse, du coup, c'était que... En fait, quand tu fais un truc que quelques heures par semaine comme ça, ça reste un hobby, quoi. Et je me suis très vite rendu compte que, en fait, dès que je prenais... sur mes week-ends, je dansais 3-4 heures d'affilée, mon niveau, il augmentait de manière intéressante. Et je me suis dit, mais en fait... je danse comme une danseuse de hobby pour l'instant. Il va falloir que je triple, voire je quadruple, voire je quintuple mon entraînement si je veux arriver au niveau que je veux. Donc là, j'ai commencé à vraiment me dire, waouh, ok, va falloir que je sois hyper smart parce que j'ai commencé à postuler aux formations. Je voulais postuler à une formation à la JD, qui est une des meilleures écoles de hip-hop, urbain et tout. Et ils m'ont dit que c'était, je sais plus, c'était 2000 ou 4000, non, 2000 l'année. 2000 l'année, peut-être, sur 3 ans. J'avais passé 2000 €. Et il y avait marqué, si vous n'êtes pas hébergé, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, c'est tellement de travail que tu peux prendre un mi-temps à 20h, mais à 20h, ça ne paye pas un loyer plus une formation. Donc, c'était très dur. Donc, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, du coup, j'ai cumulé les CDD. Et je me suis dit, j'aurais les périodes de chômage de 6 mois. Et du coup, j'ai réussi à mettre un petit peu de côté à ce moment-là. Mais bon, la danse, tu comptes 20 € le cours, t'en fais 4 par jour. Tu comptes la semaine, ça va très vite, hein. On est à presque 100 balles la journée des fois quand même. Donc quand tu dois faire ça tous les jours, voilà. Du coup, j'ai pris 6 mois d'affilée où je me la suis donnée, mais comme une malade. Mon niveau a vraiment augmenté de ouf. Et j'ai été un peu repérée... on m'a fait comprendre que j'avais un énorme potentiel très vite. Ouais, ce que j'allais dire, là, t'allais être avec des experts, donc forcément avoir leur retour aussi, ça a dû t'aider énormément. Ah ouais, moi j'étais en mode... Je faisais tous les plannings de danse des écoles. Je regardais quelle discipline... Au début, j'ai tout testé d'ailleurs. J'ai testé tous les cours qui passaient pour voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, parce que je suis curieuse. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui était quoi. Découvrir à quoi correspondait quoi. Et donc, j'ai trouvé un peu mes axes par rapport à ma personnalité. Et aussi, je regardais beaucoup les profs et je voulais vraiment prendre ceux qui avaient l'air le plus exigeants, les plus musicaux, sur les petits détails, hyper stylés, le plus au niveau américain, quoi. Et du coup, les associations, j'en ai fait. J'ai fait des danses en association à des prix à 80 € l'année, un truc comme ça. Mais le niveau était pas du tout... Oui, c'est juste rendre la danse accessible, point, mais il n'y a pas de performance derrière, en fait. Et c'est vraiment super, hein. Franchement, j'ai eu des moments super, mais c'est pas là où tu deviens pro, quoi. Donc, t'as la JD, t'as le Lax qui a ouvert il y a 10 ans. Ouais. Quand le Lax a ouvert, j'ai
pété ma tête. Je me suis dit, mais incroyable. En plus, ils prennent les meilleurs dans l'urbain et tout, genre trop bien. Et donc là a commencé beaucoup de stratégies, parce qu'après 6 mois, il fallait que je retourne là-bas, mais j'étais déprimée en me levant, et ça a fait ça pendant 3 ans. Sauf que le truc, c'est que les périodes où tu t'entraînes plus, tu perds. C'est hyper ingrat, hein, le sport sur ça, voilà. Et donc ça rend fou, parce que du coup, tu vois aussi les années passées. Oui, parce que la danse, c'est hyper exigeant sur la jeunesse du corps, parce que tu peux pas tout faire en fonction de ton âge, tout simplement parce que musculairement ça change. Ouais, du coup j'ai préparé mon corps avec la muscu, parce que j'avais conscience de ça, et je me suis dit, faut que mon corps, moi, il soit puissant, nickel, parce que je sais qu'à partir de... Je me suis beaucoup penchée sur l'anatomie, sur presque d'un œil médical le corps, pour voir... et je me suis dit, ok, avant 30 ans, il faut que j'ai la chance de pouvoir me former bien, parce que après 30 ans... même si t'es pas vieux, et il y a plein de choses qui bougent en ce moment sur ça. D'ailleurs, c'est vraiment, on a beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'être danseuse maintenant, je pense. C'est surtout ça, en fait. Parce que vu que je me suis battue pour pouvoir arriver là où je suis, et qu'en fait, pour plein de personnes, c'est vrai que mais moi, je le vois, je suis au début d'une carrière. On a commencé alors du coup, c'était, à 30 ans, très chaud. Il y a des gens, je sais, qui croient pas en moi à cause de ça. Je le sais. Parce que du coup, t'es pas pris sous l'aile de quelqu'un, parce qu'ils forment des gens jeunes, ils se projettent dans des gens jeunes. C'est un sacré truc à porter. Donc, faut essayer de t'en foutre. L'âge t'apporte la résilience. Non, mais par contre, je parle pas trop de mon âge, parce que je sais que je fais pas très vieille, et que du coup, on peut facilement m'enlever 5 ans, des fois. Et du coup, j'en joue un peu pour être tranquille. Juste pour avoir l'esprit tranquille, et qu'on me voit pour mon travail, et qu'on se projette sur mon potentiel, au lieu de me dire, oula, à partir de cet âge-là, ça va être compliqué de continuer à évoluer, par exemple à haut niveau. Mais j'avais conscience que la masse musculaire commençait à fondre d'elle-même. Alors ça dépend des gens. Entre, 33 et 36 ans, du coup, fallait que plus t'en construis une longtemps, puissante, jeune, plus ça va mettre du temps à fondre, plus aussi la mémoire musculaire va faire que dès que tu fais du sport, ça va revenir. Après, il faut la maintenir. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Aussi les blessures. Tu vois que quand tu te fais mal dans la vingtaine ou la dizaine... t'ignores un peu, ça guérit tout seul, ça va, quoi. Et après, ça change. Et après, ça change un peu. Quand t'es une meuf, ton corps, il change tout le temps. T'as jamais la même des fois la même corpulence, la même tête. Enfin, t'es beaucoup moins stable que les hommes sur plein de trucs. Et ça a été en tout cas, ça dépend des femmes, mais moi, c'est un vrai sujet. Parce que j'ai un corps qui vit sa vie. On est en colocation ensemble. Pas de soucis, mais alors des fois, il m'écoute pas. Bon, voilà. Oui, puis je suppose qu'en plus, la dimension hormonale, tu vois, du cycle, ne serait-ce que ça, chaque mois, c'est différent et ça t'affecte plus ou moins. Je sais que tu le partages sur tes réseaux sociaux, notamment. Par moment, en fait, juste t'es en incapacité d'aller à un cours que t'as booké parce que ton corps dit non et te lâche, quoi. Ouais. Et alors que le mois d'après, ça peut très bien se passer dans les mêmes conditions. Ouais, c'est un peu particulier ma situation quand même, parce que quand mon corps me lâche, moi, c'est parce que j'ai développé des problèmes de santé suite à avoir des semaines de 150 heures. Parce que du coup, quand je travaillais en tant que graphiste, j'avais un contrat de 40 heures, mais du coup, je faisais quasiment autant de danse et d'entraînement. Parce qu'en fait, j'ai très vite compris que la vie de bureau, mais ça me... en fait, je mourais à petit feu, mais très vite. Très, très vite, hein, vraiment. Tu deviens aigri, t'es une version de toi hyper terne. Franchement, les gens avec qui je travaillais, on avait des biens, hein, mais on n'est pas dans le même mood, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs parfois. Et faire tous les jours la même chose, ça me rend ouf. Mais ça depuis que je suis petite, en vrai. Donc, c'était pas pour moi, l'entreprise. Mais vu comment j'aime bien planifier, m'organiser et tout, je me suis dit, en vrai, je peux me débrouiller toute seule, je pense. Pour revenir à ce que tu disais, alors, j'ai eu des petits problèmes de santé parce que, en gros, pour pouvoir payer la danse et le loyer, je me levais à 4h du matin et j'arrêtais vers midi, donc ma journée de graphisme. Après, je crois que je faisais une sieste un peu, peut-être 1 heure. Et après, j'allais m'entraîner. Souvent, les cours étaient entre 16 et 22 ou quoi. Voilà. Et après, je faisais une sieste pour ma nuit. C'était une sieste de 1 heure à 4 heures. Ouais, t'avais 2 journées en une, quoi. Ouais. Et j'ai fait ça pendant des années. Les médecins m'ont dit, c'est fou que tu sois pas morte, hein, déjà. Enfin, t'aurais pu te créer de vraies séquelles et des problèmes graves, quoi. C'est ce que... Voilà. J'en ai eu. Ce qui t'est arrivé, j'en ai eu au bout de, quand même, 7 ans. Qu'on a tenu 7 ans, quand même. Hein. Parce que je faisais de la boxe aussi, en plus. Pour le coup, en fait, moi, j'étais à Montreuil. J'ai grandi par là. Et tout ce qui est arts martiaux et sports de combat, t'en as partout. Ouais, c'est hyper développé. Ouais, et pas cher.
Il y a beaucoup de champions qui viennent de cet endroit-là. Hein. Je suis très fière de ça. J'aime beaucoup cet endroit. Mais du coup, je vais les cours de boxe, ça me coûtait pas cher l'année, quoi. Et du coup, mais c'était des petites séances de 3 heures quand même, 2 fois par semaine. Oui, voilà, c'est ça que tu rajoutes à tout le reste, en fait. Ouais, mais ça faisait trop du bien. Et puis en tant que meuf, c'était important que je puisse me défendre physiquement, réagir aussi vis-à-vis de problèmes avec des hommes dans la rue que j'ai eu Bref. Moi, quand mon corps s'arrête, en fait, c'est pas lié trop aux hormones. Et du coup, c'est nerveusement mon corps shut down. Ça fait comme une espèce de chute de tension, on appelle ça. Ouais, c'est ça. T'as une coupure générale de ton corps. Ouais, c'est ça. Et tout s'éteint. Il n'y a plus de courant. Et du coup, je peux plus rien faire à part attendre que tout se remette un peu en route. Et ils m'ont dit, si tu veux que ça se remette en route, un jour, ça se trouve, ça ne se remettra plus en route. Oui, c'est ça, il faut que tu te reposes. Ouais, ils m'ont dit, il faut que tu apprennes à te reposer. Et ce qui est assez cool, en fait, c'est que tant que j'avais 2 travaux, je savais que j'allais pas sortir de ça. Parce que du coup, ça commençait à impacter la danse où je payais des cours, mais j'ai perdu des centaines d'euros. Je pouvais même pas y aller parce que je faisais une crise, on appelle ça. Donc c'est des crises où je pouvais carrément même plus parler, m'alimenter et tout. Enfin, c'était vraiment... Ton corps se met en mode survie, le peu d'énergie qui lui reste, il le met dans les organes vitaux, il reste... Exactement. Ouais. La meuf était en veille, totale. Et vu que moi, je suis une meuf qui est hyper dans l'action dynamique et je me suis jamais rien cassé. Enfin, en fait, là, ça se trouve, c'est même pas cassé. Oui, parce que, alors, pour l'audio description, tu as un petit doigt actuellement dans une petite armure. Oui. C'est très mignon. Mais il est certainement pété. Voilà. Je pense qu'il est peut-être un peu fêlé, l'os, mais vraiment très peu. Et du coup, de passer de la meuf qui fait des semaines de plus de 120 heures à... En fait, tu dois écouter ton corps à t'arrêter. Ça a été très, très compliqué. Et ça a mis 2-3 ans à partir. Et je savais que tant que j'avais un taf à côté, je pourrais... En fait, la danse s'éloignait, mon rêve s'éloignait parce que je pouvais plus travailler 120 heures. Et du coup, j'étais genre, bah ouais, mais je vais pas lâcher mon rêve parce que moi, en fait, j'ai tenté. Hein. À un moment, je me suis dit, mais lâche-la faire. Et donc, du coup, je me suis juste mis sur le graphisme. En te disant, la danse, ça reste une passion à côté Non, même pas. Tu sais quoi, juste fais de la salle. Comment te dire ? En fait, tu deviens une version de toi-même qui est pas ouf. Hein. Bah, t'es pas épanouie. Non, t'es grave aigrie. Ouais, je devenais grave aigrie. Alors que j'aime trop la vie, j'aime trop tout. Enfin, mais là, c'est... T'étais frustrée, en fait, de pas pouvoir juste pratiquer, ce qui te faisait vraiment du bien. Ouais, et puis c'était pas une frustration où juste t'es juste quelqu'un qui se prend pas en main. Là, c'est une frustration de tout a été contre toi, quoi. Vraiment, ça a été très, très dur. C'est le propre de n'importe quel sportif de haut niveau, c'est que tu en demandes beaucoup, mais en même temps, tu dois aussi être très à l'écoute. Tu dois en prendre hyper soin, mais en même temps, le pousser au max. Et il y a toujours cette ambivalence, en fait, en permanence, t'es entre 2 extrêmes. Et du coup, de faire encore plus attention à... C'est pas comme si tu créais avec un médium autre, là, tu crées avec toi. Ouais. Après, ça, c'est encore... on pourrait faire un podcast de 5 heures, hein, vraiment, clo-clo. Mais... J'ai été à l'INSEP, qui est le centre des sportifs haut niveau de France, qui est en fait pas loin de chez moi. Et je suis passée devant par hasard un jour où je errais, parce que j'étais un peu... Je sentais que mon corps, il me disait, oula, va falloir que tu fasses un petit week-end, parce que je prends pas de week-end beaucoup encore. Je suis complètement addict à la production. Et donc, je me force une journée par semaine de pause, et je me balade dans le bois de Vincennes. Et du coup, je lève les yeux et je vois INSEP en face de moi, porte ouverte. Et je me dis, mais attends, moi je suis là, ça fait 30 ans que je suis née là. Et j'ai jamais été dans l'INSEP. Du coup, je me dis, bah, j'ai été zonée dedans. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir si je pouvais rentrer dedans. Au cas où, tu vois, je me dis, on peut avoir des subventions, des aides pour payer mes formations de danse à haut niveau, aller à Los Angeles. Parce que franchement, je vois les danseurs, là, je parle pas que pour moi, mais les danseurs avec qui je m'entraîne, on s'entraîne à haut niveau. C'est vraiment de l'athlétisme. Et je voulais voir comment s'entraînaient les pros, parce que nous, on s'entraîne déjà tellement. Je fais attention à comment je mange, comment je dors, comment je bois depuis des années. Je bois quasiment pas d'alcool, je fume plus. Je sors pas beaucoup en soirée, je les choisis, les gens avec qui je passe mes soirées, parce que je sais que je vais être fatiguée le lendemain. Donc tout est un luxe. Et donc du coup, je vois quand j'entends les pros parler à la télé, j'ai la même vie qu'eux. Sauf que moi, je suis dans les fédérations françaises et j'ai pas de sponsor, quoi. Et j'ai vu des entraîneurs et des gens d'administration et je leur ai dit, c'est quoi le rythme qu'ils ont pour telle discipline ? J'ai pris des disciplines un peu différentes qui pouvaient s'apparenter un peu à la danse. Et ils m'ont dit, en fait, ils s'entraînent pour les plus 5 heures par jour. Et là, ça m'a fait bugger parce que 5 heures par jour, pour moi, c'était presque pas assez. Ouais. Et en fait, ils m'ont dit, sinon, c'est 3 heures bien, par contre, bien. Et il y a des siestes, et ça, grande discussion, parce que moi, quand je m'entraîne plusieurs heures par jour, tous les jours, je fais des siestes de 2 heures de la journée. Elle m'a dit, c'est normal. Enfin, nous, nos sportifs, ils ont des dortoirs. Donc, en fait, 3 heures par jour, ça suffit très largement, quoi. Et là, ça m'a enlevé un poids
assez fou. Et je me suis dit, ok, j'avais un bon niveau de danse avant que mon corps shut down. J'étais dans des formations de préparation pré-pro, quoi. Mais j'étais pas prête encore parce que il manquait de la technique, certains trucs. Même si j'ai plein d'atouts, la technique, c'est que du temps à passer en formation, c'est que ça. Et donc, du coup, je me suis dit, il va falloir que tu sortes de ton travail de graphiste parce que t'es trop triste. Tu te lèves le matin... j'ai pris du poids parce que du coup je grignotais, parce que je m'ennuyais, j'avais besoin de shots de sucre, enfin vraiment plus moi du tout quoi. Et du coup je me suis dit ok, il faut que qu'est-ce que t'aimes faire, comment tu pourrais vivre de la danse déjà pour générer un salaire qui te permettrait de, parce que j'avais quand même sur les 10 dernières années j'avais quand même accumulé un certain savoir-faire. Il y a plein de choses que j'ai appris à faire même en communication, dans le graphisme. J'ai fait de la direction de shooting où c'est moi qui choisis, ça peut être des modèles ou des danseurs, qui leur dit quoi faire pour que la caméra, là, ça rentre bien. Donc en fait, je savais que j'avais un œil aussi sur les visuels. Ouais, et puis t'aimes raconter des histoires. Moi, je trouve que ce soit aussi bien au travers de la danse que des vidéos que tu fais produire et que tu coproduis. Je vais pas écorcher son nom, avec Charline Vido. Ouais. Notamment là, récemment, des formats que tu sors, enfin, ce genre de choses. On sent que... ta pratique de la danse, elle va aussi avec raconter quelque chose, porter quelque chose, quoi. Oui. Il y a dans le graphisme, j'étais un peu comme ça déjà petite, mais la narration, la mise en scène, ça a toujours été un truc... que ce soit moi-même que je mets en scène ou autrui, j'aime trop ça. Et juste danser pour faire juste un truc joli, ça m'intéressait pas non plus. Donc j'ai essayé de poser sur papier un peu qui je suis, déjà. Parce que j'ai tellement enchaîné toute ma vie que je savais même pas qui j'étais. Genre... je voyais quel style de danse me collait, mais... C'est d'ailleurs dans la période où tu as essayé plein de styles de danse que tu as découvert le talon. Parce que tu as beaucoup parlé de danse urbaine, etc. Oui. Mais à quel moment il s'est fait le switch aussi là-dessus ? Le switch, ça a été YouTube qui a pété les scores et qui te permet de te rendre compte de ce qui se passe dans le monde, notamment à Los Angeles. Et en fait, je rentrais de mes études... et dans mon 12 mètres carrés, là, et je regardais sur YouTube et je commençais à regarder un peu taper danse, etc. C'était la période où je prenais juste... je me suis rendu compte que pour devenir pro, il fallait mettre un petit coup de cravache parce que ça allait pas le faire. Okay. Et j'ai tapé le nom d'une chanson que j'aimais bien et qui... je me souviens. C'était Bishop Briggs, River. Et j'ai tapé ça pour voir si quelqu'un proposait une choré dessus. Je pouvais refaire dans ma chambre, quoi. En fait, je faisais mes cours comme ça, quoi. Mais je faisais un peu mon choix en fonction des musiques que j'aimais bien. Et là, je suis tombée sur... une américaine qui m'a marquée. Là, ça a été vraiment je suis restée scotchée, quoi. Je me suis assise devant mon bureau et j'ai regardé la meuf danser. Et j'ai mis la vidéo, je sais pas combien de fois, une centaine de fois, pour tout regarder, chaque détail de tout. Et en fait, elle fait beaucoup d'acting et elle a pas une technique, justement... c'est très loin du cabaret. En fait, en France, on me proposait que du cabaret, du lady styling. Et du coup, je suis allée là-bas. Alors, c'est très bien, hein, mais moi, ça me collait tellement pas. Je suis arrivée... en talons beaucoup, avec des plateformes, des talons de stripteaseuses, hein, quasiment, des plateformes énormes, un peu à la Pleaser, un mini short qui rentrait énormément dans les fesses. En fait, j'étais en mode à Los Angeles, quoi. Et c'était un peu too much. Je pense que tout le monde était assez mal à l'aise, je pense. C'était même... rien qu'allait. Hein. Vraiment, j'étais trop sensuelle et trop sexuelle pour le... Ouais, c'est là où je me dis qu'on voit la différence. C'est que... C'est vrai que, tu vois, quand j'ai fait le cours de danse avec toi, j'ai parlé du fait que j'avais fait un cours de Baby Heels et j'avais montré les vidéos. Moi, j'avais des mini talons, si on peut appeler ça des talons. Parce que justement, j'ai très facilement mal aux pieds. Je m'étais dit, vas-y, 3 heures, je danse jamais. Dans le doute, on va y aller tranquille. C'était des bottines, non ? C'était des petites bottines, franchement, safe. Et en parlant autour de moi, les gens m'ont dit « Ah, du coup, t'as fait un cours, mais c'est un truc de stripteaseuse, ça ?» Et en fait, t'avais soit ceux qui pensaient que c'était vraiment de la danse en mode pole dance, striptease, sur des plateformes, sur des très hauts talons, où t'es à moitié nu et où tu performes comme ça. Soit, effectivement, à l'inverse, t'avais la vision plus cabaret, avec un petit costume un peu brillant, t'es nu mais pas trop, t'as une certaine tenue sur scène, et t'as des talons qui ont rien à voir visuellement. Et c'est hyper drôle parce que, en en parlant, en fait, il y a ces deux images qui sont venues, qui rentrent en contradiction, alors qu'en fait, derrière, tu performes la sensualité dans les deux cas, l'érotisation dans les deux cas, tu joues avec ton corps dans les deux cas. Et c'est intéressant de voir que même toi, dans un cours, se clash un peu de ces deux visions, de ces deux facettes pas d'une même danse, parce que c'est pas la même chose que tu travailles dans les deux, mais en tout cas d'une même approche.
ça saute autant aux yeux et que ça mette les gens mal à l'aise de devoir arriver en petit short, tu vois. Ouais, après, j'ai des bonnes cuisses, des bonnes fesses. Vraiment, quand je mets un short qui rentre dans les fesses, on les voit, hein, tu vois. Et du coup, j'étais qu'avec des filles qui étaient longilignes, les cheveux lisses. Moi, j'avais une masse bouclée noire à ce moment-là. Voilà, j'ai plus du tout les mêmes cheveux. Mais avec beaucoup de formes, des talons trop nus, trop tout, quoi. Mais personne ne le disait, parce que ça se fait pas trop, tu vois. Et du coup, j'arrivais pas à trouver en France une manière d'exprimer toute cette sensualité qui débordait et que j'arrivais pas à gérer depuis que j'avais 12 ans aussi. J'avais le même corps depuis que j'ai 12 ans. Ça, c'est un gros problème donc, aussi. Oui, ça joue énormément ouais. dans ton rapport à ton corps de manière générale. Oui. Du coup, là, je me suis dit, il y a un problème entre ce que je vois dans mon écran et ce qu'on me propose sur le marché. Il y a des trucs qui vont pas, quoi. Et du coup, j'en ai parlé. Je crois que je prenais je travaillais du hip-hop avec un danseur. Et je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, mais en fait, je lui ai montré des vidéos de meufs qui faisaient du heels très sensuel, /sexuel. Aux États-Unis, et je lui ai montré, je lui ai dit mais moi je veux faire ça en fait, parce que moi dès que je danse en fait ça rend un peu comme ça. Moi dès qu'on essaie de me faire rentrer dans des trucs trop cabaret, on a l'impression que je me retiens, c'est très bizarre, ça ne me va pas, pourtant j'adore, hein, et il m'a dit ça marchera jamais en France, on est trop coincés ici. Et il me dit des fois il y a des Américains, même pour les mecs un peu à la Chris Brown qui sont hétéros, qui viennent faire de la lap dance, il y a aucun mec, il y a que des gays. Mais ici c'est une mentalité conservatrice. Et je tiens genre, merde, parce que moi, du coup, c'est ce qui me correspond, donc comment je fais, quoi. J'ai pas les sous d'aller à Los Angeles, comment je fais. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, je vais travailler. Et je sais pas pourquoi, en fait, je me suis dit, je suis quand même française, donc je connais les codes français. Peut-être que, en le travaillant, ça se trouve, si je le fais bien, ça va prendre, quoi. En fait, je sais pas pourquoi, j'y croyais de ouf. Bah, t'avais pas de rôle modèle en France, ouais. Et du coup, tu as créé le tien, en fait, en le faisant toi-même. Ouais. Et je suis tombée sur Bryn Nicole où on a un peu le même genre de corps et tout. Et elle correspondait plus à un mix des deux. Je pense qu'elle peut plaire à tout le monde. Et en fait, quand je l'ai vue, elle avait les mêmes cheveux, le même corps et tout. Et c'était comme ça que je voulais danser. Je me suis dit, bah voilà, en fait, je vais travailler. Et ça, je pense que ça passera très bien, en fait. Genre, j'y crois. Je sais pas pourquoi, j'y crois. Je pense que j'étais grave désespérée, hein, Non, mais tu vois, le fait que le chorégraphe à qui t'as parlé te dise non, ça va pas marcher en France, tu vas te dire ouais, mais en parallèle, tu regardes juste la télé, le nombre de clips qu'on pouvait regarder, tu vois. Il n'y avait pas de danseuse Hills encore. Il y avait du twerk, il y avait de la dancehall. Mais en fait, c'est ça. En termes de diversité des corps, c'était déjà quand même présent, tu vois, et ça commençait à devenir aussi stylé d'avoir un bon cul, d'avoir ce genre de choses. Ouais. Et là, ça prend de plus en plus et c'est cool. Mais c'était quand même là, ça a commencé. C'est trop drôle qu'il l'ait pas senti au passage. Parce que là, toi, maintenant, tu donnes des cours toutes les semaines, quasiment, que tu remplis. Ouais. Avec des personnes de plein d'horizons différents, plein de femmes différentes. Ouais, plein de corps différents. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Moi, la diversité qu'il y a dans mes cours, j'en suis trop fière. J'ai vraiment de toutes les origines, quoi. On m'a fait la réflexion il y a pas longtemps. On m'a dit, c'est fou parce que, en général, t'as quand même une communauté dans les cours qui se détache. Ouais. On remarque beaucoup ça. Et là, on m'a dit, toi, c'est vraiment multiculturel, quoi. Et je me suis dit, bah, très bien, parce que moi, de là d'où je viens, en fait, dans ma banlieue, c'était comme ça. Et ce serait bizarre qu'il n'y ait qu'une couleur. Peu importe la couleur que c'est. Moi, je veux que ce soit mélangé. En vrai, c'est ça que je kiffe, quoi. Puis même en termes d'âge et de profil, quand j'y avais été, tu vois, t'avais des mamans. Oui. Et comme je les voyais danser, j'étais en mode incroyable. Et après, elle me parle, elle me fait alors du coup, mon fils, il a 13 ans aujourd'hui. Mais quoi, à quel moment? Parce que t'as aussi ces visions hyper... cliché et figé de voilà, un corps à partir d'un certain âge, maintenant tu peux plus danser, ou ce type de danse c'est que pour les meufs qui, et tu mets plein d'injonctions derrière. Même pas pro? Parce que pro, oui. Mais même pas pro, tu vois, genre juste en Okay. amateur, tu peux te mettre un peu la pression et là-dessus avoir des préjugés aussi, je pense, tout simplement. Tu vas t'imaginer que. Et toi, c'est vraiment grâce à ces cours que tu t'es dit, vas-y, je me lance maintenant à 100% en tant que danseuse performeuse. Ouais, carrément. Là, en fait, quand j'ai repris un taf de graphisme à temps plein après le Covid, où je me suis dit, bah, est-ce que la danse, je continue ou je continue pas, et qu'en fait, c'était une question vraiment de vie ou de mort, là. Mon corps me lâchait, ma tête me lâchait, et il me disait, non, on veut danser. Donc, du coup, je me suis dit, bon, sois smart. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce que t'aimes enseigner? Et j'adore enseigner, j'ai toujours enseigné. Moi, en étant manager, je sais que je suis une bonne manager. Dans les tafs alimentaires que j'ai fait, c'était grave ça. Donc je sais que je gérais des équipes, des plannings. Et surtout, j'ai fait beaucoup de jobs alimentaires où je donnais cours à
Alors soit dans des cités pour aider les élèves après l'école ou dans des milieux plus favorisés. Donc je vois que et je m'adapte à la personne et j'aime enseigner et que je suis forte dans ça. Genre, je sais que c'était une de mes cordes et je me suis dit, en fait, elle est peut-être là la solution, quoi. Peut-être que tu te sens pas encore assez légitime pour donner cours parce que t'as pas le niveau que les autres profs de Paris ou danseurs de Paris estiment que t'es pour enseigner et tout. Et du coup, je me suis dit, là, t'es obligé de t'en foutre un peu du quand dira-t-on et d'y aller parce qu'en fait, là, c'est une question du reste de ta vie parce que t'as déjà la moitié de la vingtaine, voire passé. T'as plus le temps d'attendre de plaire à un tel pour donner cours, quoi. Et ça a été En fait, quand t'es au pied du mur et que tu te rends compte que c'est maintenant ton temps et que tu peux pas attendre de plaire à des personnes placées ou stylées, le syndrome de l'imposteur, il était même plus là, en fait. Enfin, il n'y avait plus de raison d'être, en fait. En fait, entre ça et avoir une vie pourrie, ça a été très vite fait. Hein. Donc, et j'ai remarqué aussi, en fait, j'ai fait un petit benchmark, quoi. J'ai regardé un peu, je me suis pas lancée n'importe comment. Quand j'allais dans mes cours et mes formations, je voyais bien que les niveaux débutants n'étaient pas très adaptés aux gens qui étaient des vrais débutants. Jamais, les cours de danse. Moi, c'est pour ça que j'étais très heureuse de faire ton cours. C'est la première fois que j'allais à un cours de danse écrit débutant et où j'arrivais à suivre. Ouais. Parce que souvent, j'étais juste larguée parce que quand t'es débutant, et j'ose pas imaginer quand du coup tu veux devenir professionnel, c'est encore autre chose. Mais quand juste t'as le plaisir de danser et que tu débarques et qu'on te dit c'est accessible, vraiment, si t'as jamais dansé, tu peux venir. Qu'en fait, t'es qu'avec des gens qui ont déjà dansé ado, tu vois, ou suivi des cours, forcément, tu te sens hyper pataude, en décalage, et tu prends pas de plaisir là où en fait c'est un énorme kiff de danser. Ouais. Et je trouve que dans tes cours, ça, c'était. Tu fais preuve de bienveillance et c'est hyper adapté, quoi. Ça me fait plaisir que tu dis ça. En fait, ça, c'est hyper pensé. Parce que, en fait, quand j'étais dans mes cours où à l'échauffement, on a déjà du grand écart. Donc, nous, on est là en pancake, on est écrasé par terre. Et à côté, je voyais des filles qui me regardaient avec des yeux exorbités, qui n'arrivaient pas à se plier en deux et qui me disaient « Est-ce que c'est vraiment débutant aujourd'hui ?» Et je la regardais, je disais « En fait, c'est du débutant de gens qui veulent être pros. C'est pas du tout le délire des gens qui viennent là pour s'amuser, en fait. » J'ai vu plusieurs filles partir, pleurer. Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Parce que nous, on aime souffrir. Moi, j'aime souffrir. Je suis là, je suis à ma place. Mais en vrai, si t'es une meuf qui est pas bien dans ton corps, qui vient d'accoucher, je sais pas, moi, qui a des problèmes de TCA, je sais pas, n'importe quoi. T'arrives là, t'as des meufs qui maîtrisent leur corps. Le prof, il demande à passer un par un en freestyle dès le début du cours. J'ai vu des filles se fondre dans le mur en tremblant pendant que tout le monde commençait à passer un par un. Et je me suis dit, mais c'est hyper violent, en fait. En plus, t'as la peur du jugement des autres sur ton niveau. Il y a rien qui va du tout. Il y a rien qui va. Le jugement de toi-même, des autres, tu sais pas quoi faire avec ton corps parce qu'en fait, si tu danses pas, t'as pas de langage corporel. Donc, tu sais absolument pas quoi faire, en fait, avec tes pieds, tes mains, ta tête. Donc, du coup, tu vas passer... Tu sais même pas marcher. Puis, tu te retiens aussi quand... si jamais, tu vois, tu danses, juste pour le plaisir pour toi, que tu te retrouves confronté là-dedans, je suppose qu'il y a ce truc de t'oses pas en fait te lâcher ou te dire j'y vais, alors qu'un pro il se dit à terme en fait je le fais parce que j'ai besoin d'évoluer, parce que c'est mon métier ou parce que c'est ce que j'ambitionne. Et puis de toute façon ça devient agréable et plutôt facile à un moment, c'est pas du tout pareil. Oui, je vois que les cours débutants à Paris il y en avait pas trop vraiment d'initiation, trucs comme ça. Il y a un marché en fait. Et je me suis posé la question, est-ce que sincèrement tu aimes enseigner? Par contre, te lance pas dans ça pour avoir de l'argent et pour partir de ta situation. Si t'aimes pas, il va falloir trouver autre chose, quoi. Le statut intermittent peut-être, ou je ne sais pas. Même si ça m'enchantait pas trop. Bon, voilà, si t'aimes pas enseigner, c'est une tare de travailler avec 25 personnes dans une salle. Enfin, puis des cours, pour moi, ça se prépare. Et du coup, j'ai commencé à donner un peu cours par-ci par-là pour voir s'il y avait, si ça répondait, si les gens disaient OK, parce que du coup, j'avais pas beaucoup de vidéos de moi, de photos de moi sur Insta. Donc t'as une meuf qui te propose des cours et t'as pas grand-chose pour te projeter. Et ma chance a été que j'ai vu que le Heels a explosé. Mais j'étais choquée, quoi, après le Covid. Et je me suis dit, c'est un truc de fou. J'ai vu, quand je suis tombée malade et que j'ai pas dansé pendant un certain temps, j'ai vu un nombre de profs de Heels arriver énorme. Sur le marché, il y a des gens qui sont meilleurs que moi en technique parce que ça fait des années qu'ils se payent en formation. Moi, j'ai un style qui est très organique et urbain. Et un peu lap dance, et je vois pas trop de profs comme ça. Et en même temps, je me forme avec les gens de technique. Donc les deux mélangés, j'en connais pas énormément. Donc, moi, je veux juste ne pas offrir ce que tu peux trouver partout. Ça n'a aucun intérêt. Il y a des meufs qui sont meilleures que moi en technique, classique jazz. Pourquoi j'essaierais de leur ressembler en ayant moins de bagages qu'elles dans ces domaines-là?
Donc là, il y a eu tout un travail pendant 1 an de trouver mes points forts et de savoir les vendre. Parce que du coup, il a comme visuel aussi, ça c'est... mes années de graphisme m'ont fait chier, mais en tout cas, j'ai appris plein de choses. C'est que tu peux vendre un vieux tapis tout pété en mettant une bonne com dessus. Et quelqu'un qui est très talentueux, qui fait un tapis brodé d'or, s'il ne sait pas se vendre, ça ne marchera pas. Et je me suis dit, écoute, il faut que tu te brandes en fait. Tu trouves un nom, que tu te présentes. Les réseaux sociaux, ça me plaisait beaucoup. Je me suis dit, il faut que tu parles. Donc il a fallu que je commence à m'entraîner à parler devant la caméra. Mais moi, ça me dérange pas, ça. Ça, c'est une chance que j'ai pour le coup. Parce que j'ai des potes danseurs qui me disent, moi, je déteste ça. Ouais, c'est un peu le conflit pour les artistes aujourd'hui, c'est d'être obligé d'être aussi un bon communicant et tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Alors que c'est là où je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, je trouve que tu aimes raconter tes histoires et que ça se sent, peu importe le médium en fait. Derrière. Ouais, de ouf. Et c'est vrai que quand on va sur ton profil Insta par exemple, il y a la vidéo de danse de tes chorés qui est filmée d'une certaine façon, qui est un peu différente de ce que tu peux avoir en studio. Par exemple, les studios qui filment, c'est souvent la cam, elle est posée à un endroit, ou alors il y a juste un effet de zoom et c'est tout. Là, toi, t'essayes d'être suivi quand même dans tes mouvements aussi, dans ce que tu fais, de ce que tu performes, donc ça donne une autre dimension. On suit un peu plus, en fait, le mouvement, et on est vraiment embarqué là-dedans. T'as lancé tes nouveaux formats, donc édito dont on parlait tout à l'heure, où là, pour le coup, t'arrives avec un univers hyper fort, t'as une DA marquée, t'as le make-up qui va avec, la tenue et... tu vas être plus sur des extraits de pause que vraiment une choré développée, etc. Mais pareil, tu transmets tes centres d'intérêt aussi à travers ça. Donc si je me dis, tiens, cette vidéo, je l'aime bien, peut-être que tes cours, ça va me plaire. Il y a plein de ponts que tu essayes de créer aussi, je trouve, qui ressortent vachement. Et on sait tout de suite, en fait, quitter, on te reconnaît tout de suite. Il y a ce truc hyper fort. J'essaye. Franchement, je me suis posé la question parce que quand j'ai les éditos, du coup, c'est une gamme de visuels qu'on développe avec Charline Vido et Laura Hector en make-up. Très important parce qu'on ne fait rien sans les make-up artistes. Et en fait, on voulait se lâcher et montrer qui on était et ce qu'on savait faire artistiquement. Donc, c'est des shootings et des vidéos qui ne sont pas du tout décorés, filmés de face. Et voilà, c'est des mouvements de caméra embarqués, beaucoup d'acting en fait de ma part et beaucoup de stylisme. Et il y a une petite histoire, il y a un thème à chaque fois et on est parti sur 10 mois, 10 thèmes. 1 par mois. Quand même, je me suis posé la question, mais ça c'est que de la stratégie marketing après. S'il y en a qui veulent se lancer, prenez ces conseils parce que la stratégie marketing ça fait vraiment beaucoup. Je me suis demandé si ça allait pas faire peur, tu vois. Si on n'allait pas se demander est-ce que c'est une danseuse ou c'est qui elle, tu vois. Ouais, mais comme en parallèle, ça je me l'étais noté aussi, en fait en parallèle de tes cours, t'as fait aussi un truc pour la première fois cette année, pour la première fois, en tout cas de ce que j'avais suivi. Je sais pas si t'as eu d'autres expériences avant, mais t'as fait tout un numéro au cabaret du Prisme. Oui. Ouais, quand même. Et là, pareil, t'es arrivé avec un perso, en fait. Et tu l'as performé sur scène. Donc, finalement, le côté performance, il était déjà là. Le côté incarner un personnage. Tu veux développer la direction artistique sur des clips. Pareil, il y a de l'incarnation, il y a raconter des choses. Je trouve que t'as réussi à créer ce lien. Je pense qu'effectivement, le format édito, tu l'aurais sorti de but en blanc, ça aurait été... Genre, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait avec les fesses en l'air, j'ai pas compris. Alors qu'en fait, là, ça fait vraiment partie de toi et je trouve que tu t'arrives à le raconter petit à petit. Ah écoute, ça me fait hyper plaisir ce que tu dis parce que c'est un vrai questionnement au quotidien. Parce que je sais que moi, je me connais, mes proches me connaissent, les gens à qui je travaille me connaissent, mais les gens qui arrivent de but en blanc sur le profil... s'il n'y a pas de logique visuelle ou si tu te présentes pas bien, les gens, en fait, ils vont se dire... ils vont même pas comprendre que tu proposes des cours de danse. Ouais, c'est fourre-tout, quoi. Oui, c'est fourre-tout. Et aussi, je veux pas que les personnes... En fait, mes cours de heels sont très sexy. Et il y a des filles, c'est trop. Donc, c'est pas ma cible. Et ça me dérange pas, c'est hyper OK. Mais les pauvres, tu vois, si elles arrivent et qu'elles sont pas au courant, au moins là, elles savent que... c'est une fille qui peut performer nue sur scène parfois, que je suis très féministe, que la sexualité c'est un terrain, un travail et le corps, le rapport au corps, au genre c'est un travail, enfin toute ma vie ça m'a suivi et c'est un travail sur des années en fait qui est contractisé en ce moment. Donc tu viens pas juste prendre un petit cours, comment dire. Justement, la sexualité que tu abordes dans la danse, comment est-ce que tu fais pour t'accaparer un sujet déjà aussi
tabou dans la société, mais aussi qui véhicule beaucoup de clichés de la part du grand public. Comment est-ce que tu te l'as approprié pour dire, en fait, de façon féministe aussi, une meuf qui danse de manière hyper sexy et sexuelle et sensuelle, elle a le droit et n'importe qui peut le faire. Encore une fois, il y a des daronnes à tes cours et merci aux auditeuristes de comprendre que c'est normal et que c'est pas que les travailleurs et travailleuses du sexe qui ont droit d'avoir accès à ce type de danse. Oui, et que t'es pas une travailleuse du sexe si tu fais ce type de danse. Ouais, exactement. Et bah, ça, c'est toute une conversation que j'aime beaucoup et qui est très intéressante et c'est un travail au quotidien. Alors, je sais pas si c'est encore si tabou que ça, très honnêtement, d'être sexy en dansant. J'ai l'impression que les choses ont quand même pas mal bougé. J'ai l'impression que ça dépend de qui. Et ça dépend du cadre dans lequel t'es. Ah ouais? Ouais, tu vois, des soirées comme la Chatte en Feu. Oui. Du coup, typiquement, là, tu t'amuses, etc. Mais c'est présenté comme une safe place pour... Je pense qu'il y a d'autres soirées où tu fais ça. Il y a encore des comportements déplacés, des remarques, surtout quand t'es une meuf, du coup. Du harcèlement, t'en parlais tout à l'heure, du harcèlement de rue de manière générale, du harcèlement tout court, quand tu danses de façon un peu sexy, où on te remet encore un peu à ta place. Mais oui, ça se libère dans le sens où ça se démocratise un peu plus, effectivement. Alors, dans les milieux mixtes, avec des hommes cis-hétéros, effectivement, c'est pas du tout acquis. De danser sexy tranquillement sans qu'on vienne essayer de te tripoter ou t'insulter. Mais je parlais plutôt dans les cours de danse ou sur les réseaux. D'accord. Parce que je sais qu'il y a un très gros débat, et ça j'en parle beaucoup avec les groupes de femmes avec qui je fais des séminaires de danse là, avec grand écart. Je fais une petite pub, un petit placement en même temps parce qu'elles sont vraiment super. C'est des week-ends dans des lieux d'exception avec un chef qui te fait à manger et du coup t'as des cours de danse, t'as 11 heures de cours de danse et donc j'en fais et donc c'est par exemple 11 heures de cours de danse de Hills pendant tout un week-end. Et du coup on a beaucoup de discussions féministes évidemment. Et c'est des filles pas que de Paris qui est quand même un cas particulier par rapport à des endroits en France où il y a des femmes qui n'ont jamais cette discussion-là de leur vie et qui sont, par exemple, qui travaillent dans les fermes et les champs avec des hommes. Très gros problème par rapport de relation avec leur féminité et le fait qu'elles soient des femmes. Moi, j'ai travaillé en usine, on m'a très gentiment dit « Faut pas qu'on remarque que t'es une femme. Sinon, tu peux avoir des problèmes, on t'écoute pas quand tu parles. » Et ça, c'est pas quelques-uns. C'est la moyenne dans beaucoup de milieux. Donc, je sais que c'est pas tabou à Paris, dans pas mal d'endroits, notamment les endroits entre femmes éduquées ou queer. Mais en l'occurrence, je me demandais si c'était encore vraiment tabou sur les réseaux, parce que j'ai l'impression que maintenant les filles kiffent et font beaucoup des photos sexy ou jolies, et c'est très critiqué. Il y a plein de mecs qui disent mais pourquoi elles ont besoin de se mettre à poil comme ça? Et en fait, moi je trouve ça super quand je vois une meuf de 50 ans qui se met un peu en sous-vêtements, qui prend le temps de faire un shooting, même si elle n'a pas vocation à être TDS ou quoi que ce soit. Et qu'elle met en dessous, du coup, travailleuse du sexe. Ouais. Parce qu'en fait, il y a toute une réappropriation de son corps à travers ça. Il y a plein de filles qui comprennent pas pourquoi on a besoin de te mettre à poil en photo sur Internet pour te réapproprier ton corps. Mais en fait, si, sur plein d'aspects. Les deux sont louables, t'es pas obligé de le faire. Mais si tu le fais, il y a toute aussi une dimension sociale qui est vraiment très particulière et très puissante aussi. Donc tout ça fait partie un peu effectivement de mon travail dans les cours. Quand t'es dans mes cours, t'as pas besoin... alors, je donne des niveaux de sensualité, sexualité, j'appelle ça. Des niveaux de vulgarité, on va dire. Donc, quand je fais un mouvement, des fois, je donne des options où tu peux être plus soft. T'es pas obligé d'être à poil, hein. Tu peux être en pantalon et en col roulé à manches longues, y a pas de souci. Et par contre, s'il y a des filles qui arrivent en string collant et soutif avec des cuissardes... les deux, vous dansez à côté et je veux pas avoir de problème, quoi. Enfin, c'est comme ça. En vrai, ce que j'essaie d'enseigner, c'est que la sensualité elle vient beaucoup aussi avec la prestance. Et en fait, il y a tout un truc sur la vulgarité qu'on accole à la sexualité, où moi, je suis pas du tout d'accord. Encore hier, j'ai croisé un mec dans la rue, je me suis dit qu'il était vulgaire. Pourtant, il était pas à poil en string, hein. Mais son comportement était d'une vulgarité, il me mettait extrêmement mal à l'aise. Dans le choix des mots, les gestes, comment se comporter, comment regarder. Et du coup, dans mes cours, j'essaie d'inculquer ça au maximum, quoi, parce que il y a des gens, ils peuvent être à poil, mais la prestance qu'ils ont dans le port de tête, le regard et tout, en fait, le fait qu'ils soient à poil, c'est presque anecdotique, quoi. Ou une femme qui est complètement couverte. Alors, si t'as des trucs trop fluides, on voit pas comment tu tiens tes épaules ou comment tu tiens ton déhanché, etc. Mais tu peux être en pantalon col roulé et être beaucoup plus sexy qu'une fille nue à côté de toi. Et ça, je pense que c'est pas évident pour tout le monde.
nu ne veut pas dire sexuel. Nu, ça peut être nu, un nu lambda, en vrai, pas très intéressant. Et par contre, donc, comment tu te comportes, ce que tu te dégages, cette puissance-là, elle se travaille beaucoup. Et dans mes cours, ça tourne beaucoup autour de ça. Ouais. Et du coup, là, avec tout ce qui se profile, c'est quoi un petit peu tes projets pour 2025 ? Déjà, ça va être de continuer, parce que du coup, les cours que je donne, ils se sont stabilisés sur les 6 derniers mois. Donc déjà, profiter un peu de ça, parce que du coup, j'ai lâché mon travail de graphisme totalement en mars dernier. D'ailleurs, moi, je crois grave dans les signes de la vie. Enfin, j'ai mon anniversaire qui était le 11 mars. Ouais. La grosse scène de cabaret dont tu parles, qui était à la Nouvelle Ève à Pigalle, donc sacré quartier, pour plein de raisons. La Nouvelle Ève, c'est une très belle scène. Je suis très fière que ce soit ma première vraie scène, parce que franchement, c'était hyper classe. Pour faire du nu, c'est vraiment super. Il y avait très belle lumière. Et le cabaret était le jour de mon anniversaire, et c'était à ce moment-là où j'ai lâché mon taf aussi. Il y a eu trop de trucs alignés, je me suis dit, ok, this is your time, let's go. Et du coup, donc, profitez déjà de ça, des acquis un petit peu, parce que quand tu plantes plein de graines, je pense que c'est important. Totalement. Et c'est bien de le rappeler. Une fois que tu as planté tes graines et que ça a germé, juste arrose. Cherche pas à planter d'autres graines autour trop vite. Juste prendre le temps de savourer un peu la plante qui s'est créée, quoi, et de la laisser un petit peu grandir avant d'en mettre d'autres à côté. Donc là, je suis carrément dans ça. Et là, j'aime ma vie tous les jours. Ça ne m'était jamais, écoutez bien, ça ne m'était jamais arrivé. Donc, croyez-y. Voilà, 30 ans, je kiffe enfin ma vie, quoi. Mais, quand même, des petits objectifs pour continuer à grandir, pour pas stagner, et pouvoir aller à Los Angeles, j'espère, d'ici... Franchement, je sais pas. 1 an, si j'ai de la chance. 2028 pour les JO, enfin, je sais pas. J'aimerais bien y aller quand même dans pas trop longtemps, vu que je fais un style de danse qui vient de là-bas, pour me perfectionner dans des cours avec les meilleurs du monde. En vrai, ce serait juste quand même pas du luxe. Développer toujours mon côté artistique, faire d'autres shows sur scène, j'aimerais bien aussi, pour continuer à faire des mises en scène, parce que c'est vraiment ma drogue. Donc voilà, juste pour l'instant, développer ma passion. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance, hein. Parce que je reviens de loin et ça fait que 6 mois que je vis de ma passion. Mais ouais, donc souhaitez-moi bonne chance. Et venez au VBL, hein. En vrai, vous allez vous amuser. Hein. De toute façon, je mettrai absolument tous les liens en description de l'épisode. J'aime bien, pour terminer à chaque fois la discussion, poser une question un peu en mode portrait chinois. Mais pour toi, j'ai envie de te mettre encore plus en galère. Ce serait quoi ton plus grand rêve ? Waouh, c'est hyper absolu, genre, comme question. Et puis surtout, c'est à un moment T, tu vois, c'est celui-là aujourd'hui, ce sera peut-être pas, je ne sais pas si c'est le même pour toi demain ou si c'était le même il y a 10 ans, mais comme tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, c'est un travail acharné, c'est une discipline de fou sur de la passion que tu transmets, même juste en parlant, que t'aimes partager aux autres, le regard des autres aussi joue, parce que forcément, t'es dans un métier de performance aussi. Là, ce serait quoi ? Genre, on te donne... la possibilité de faire un truc de ouf ou d'atteindre un certain statut ou de réaliser, voilà. Ton rêve, ce serait quoi, là, maintenant ? Mon rêve, c'est une situation qui englobe plusieurs trucs, du coup. Donc, je triche un peu. Hein. Non, c'est... Mon rêve, absolu, c'est une bonne situation. Mais dans cette bonne situation, ça inclut de toujours, évidemment, vivre de ce que j'aime. Mais clairement, mes objectifs, c'est de pouvoir être danseuse, chorégraphe, et DA, parce qu'en vrai, je pense qu'on peut faire les 3, j'ai plein d'exemples, à des niveaux internationaux et des très gros artistes. Il y a 10 ans, j'ai découvert Paris Gobel, qui est extrêmement connue maintenant, mais je l'ai découvert avec son album qu'elle a sorti il y a au moins 6 ans, et elle n'avait pas encore bossé avec Rihanna, donc elle était un peu inconnue au bataillon, et c'est une meuf qui vient de Nouvelle-Zélande, qui n'était pas un pays qui était du tout mis en avant sur la scène mondiale. Bref, en tout cas, on a le même âge, elle a l'air super cool. Et maintenant, bon, allez, non, franchement, des fois je me dis, imagine un jour tu travailles avec elle. Et franchement, vu comment ma vie a été un chemin plein de surprises, je me ferme les portes sur rien. Même si en vrai, maintenant, elle est dans un état tellement avancé. Non, mais ce serait ta collab de rêve. Une de tes collabs de rêve. En tout cas, ce serait, alors si c'est pas avec elle, mais avec quelqu'un, en tout cas, à ces niveaux-là, où en tout cas, tu peux créer sans limite d'argent. Du coup, tu peux créer des choses vraiment. Assez splendide et assez ouf, quoi. Jean-Paul Goude, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. C'était un de mes rêves toute mon adolescence en graphisme. Et il incluait de la danse dans le graphisme. Ouais. Bon, voilà, tout se tient. Hein. Et d'ailleurs, je me suis trouvée à côté de lui dans la rue. C'est vrai ? On a discuté. Trop drôle. Incroyable.
incroyable. Bon bref, tu vois, c'est pour ça que je crois en tout dans la vie. Ouais. J'ai même sa signature. Je lui ai fait, tu peux me signer ce petit papier parce que incroyable quoi. Enfin je le voyais évidemment, Monsieur Good. Et du coup il m'a dit bien sûr et tout. Et il était hyper sympa. En fait c'est ça. Ouais. C'est tout ce que je veux dans la vie moi. Donc arrêtez de me faire chier. Non mais du coup c'est déjà très bien. Voilà. Trop Et cool. puis il y a des hautes sphères pour pouvoir vivre bien de ça aussi. Ouais. Quoi. Oui, l'argent transparaît dans l'épisode. Et je trouve ça intéressant et important que t'en aies parlé. Ouais, putain, j'espère que j'en ai pas trop parlé. Non, t'inquiète, parce que justement, c'est un vrai frein et un vrai levier. Ouais. Et notamment dans la créativité. Et que, voilà, j'aime bien le rappeler aussi, c'est comme le temps, c'est pas des choses infinies, faciles d'accès, extensibles. Et du coup, comment est-ce qu'on fait avec ce qu'on a et comment on peut ou pas s'en sortir, avec quels moyens. Merci beaucoup, Louise. Ah bah, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur Louise et ses cours, je vous ai mis toutes les infos dans les notes du podcast. Je vous invite à vous abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Je peux vous répondre en plus, donc ça permet d'échanger. Sinon, vous pouvez m'écrire directement sur les réseaux sociaux @Clo-Clo Club sur Instagram, TikTok et Threads, où je partage plein d'autres contenus annexes au podcast. Moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!